Le psychologue humaniste américain Abraham Maslow disait: si le seul outil dont vous disposez est un marteau, vous verrez tout problème comme un clou. Selon lui, la capacité humaine à toujours s'adapter face à de nouvelles situations reflète une grande partie de l'intelligence. Adapté au monde dans lequel nous vivons actuellement, un monde en réchauffement permanent, la question se pose de savoir de quel outil nous devons nous saisir pour prendre cette situation à bras le corps et s'adapter. Alors, quelle est la solution? C'est une question que je me pose depuis des années, et si tu écoutes ce podcast, c'est peut-être parce que tu te la poses aussi. Je suis Léa Retinger, j'ai 23 ans, et je suis persuadée que les réponses sont plurielles et qu'elles proviennent avant tout des nouveaux récits qui doivent nous aider à penser différemment et vivre en se rapprochant de l'essentiel. C'est pourquoi, à travers ce podcast, je veux aller à la rencontre de celles et ceux qui œuvrent tous les jours pour faire advenir un lendemain désirable en construisant un présent qui l'est déjà, fait d'émerveillement, de joie simple et de vision alternative de voir et vivre dans notre monde. Et c'est au micro d'Echo Eclipse que vous entendrez le récit. Bienvenue dans ce podcast, et tout de suite, place à un nouvel épisode. Pour ce nouvel épisode, je vous emmène encore en mer avec Titouan Pillard, qui du haut de ses 19 ans est déjà un navigateur chevronné et ardent défenseur de l'océan. Aujourd'hui, il se prépare pour la prochaine route du Rhum, qui est une course à la voile transatlantique en solitaire, courue tous les 4 ans entre Saint-Malo et la Guadeloupe. Mais à côté de cela, il est aussi leader du projet Youth Can for Youth, une association de sensibilisation du jeune public aux menaces qui pèsent sur l'ensemble des écosystèmes marins. Au micro d'Echo Eclipse, nous revenons sur son parcours aussi passionné qu'enthousiasmant. Salut Titouan, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas pu se voir en face à face, se rencontrer pour de vrai. Mais où est-ce que tu te trouves aujourd'hui? Je sais que tu es toujours un peu en vadrouille. Qu'est-ce que tu fais là aujourd'hui? Salut Léa, merci beaucoup. Là, je suis allé faire une petite pause en montagne cette fois-ci. J'ai plutôt l'habitude d'être en bord de mer, mais là, cette fois-ci, je suis en montagne. Et pour les vacances en famille, à varier entre le ski et le snowboard. Trop trop bien. Moi, je suis contente de pouvoir parler avec toi, de te rencontrer. Si j'ai voulu le faire, c'est parce que tu es quelqu'un qui est très engagé et pour une cause qui me tient particulièrement à cœur. Je pense que celles et ceux qui nous écoutent commencent à comprendre que l'océan, la protection des mers et des océans, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Et c'est ce que tu défends, en tout cas, c'est une cause qui te touche aussi. On va en parler. Moi, surtout, j'ai envie de souligner le fait que tu es très jeune, tu as 19 ans, et on va parler de tous les projets sur lesquels tu t'engages, mais avant tout, comment est-ce que toi, tu te présenterais? Comment je me présenterai? Ben, d'abord comme un étudiant, parce que là, du coup, je viens d'arriver en première année d'école de commerce. Et puis après, je me présenterai aussi comme navigateur, parce que je navigue beaucoup. Moi, jeune navigateur, mon père, il est skipper. À plein temps. Et puis ma mère, elle est dans le projet aussi de course au large. Donc je navigue beaucoup, donc je me définirai aussi en partie comme skipper, ou du moins futur skipper d'un bateau, et puis activiste pour la protection de l'océan. Alors, tu es le fils d'un grand navigateur français, ce qui peut aider à comprendre un peu la fibre que tu as pour la mer. Tu m'as raconté la dernière fois qu'on s'est appelé le fait qu'il t'emmenait souvent en mer et tu l'avais même accompagné pour la remontée de l'Atlantique. C'était ta plus longue traversée en mer puisque ça a duré 25 jours. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience et qu'est-ce que ton père a pu te transmettre à ce moment-là? C'est vrai que je pense que ça a été ma plus grosse expérience que j'ai eue en mer. Là, c'est 25 jours entre l'Afrique du Sud et la Bretagne. Qu'est-ce que j'en ai retenu? Mais j'en ai retenu plein plein de choses. Et d'abord, la gestion du temps, parce que quand on part en 25 jours de mer et que le max c'était une dizaine d'heures, je pense que globalement j'ai eu pas mal de vertige du temps qu'il restait. Au bout d'une semaine, j'ai cru que j'allais péter un câble, que ça allait être super compliqué, que ça allait être interminable. Passer 25 jours en mer avec uniquement son père, sans connexion internet, au beau milieu de l'océan, c'était pas rien. Mais finalement, en fait, on a passé des super moments ensemble avec mon père. Bon, des moments un peu moins cool aussi, mais c'est le jeu et c'est aussi pour ça qu'on fait ce genre d'aventure. C'est qu'il y a des hauts et des bas, mais en tout cas, j'en ai retenu une super expérience de la découverte au large. Ça faisait déjà un petit moment que j'avais envie
de faire de la course au large depuis 2018. Mon père, il avait lancé son projet Use Italienne avec ma mère en reprenant un ancien bateau de course. Depuis, j'ai envie de prendre le large, de partir en mer. Et donc là, c'était ma première découverte au beau milieu de l'océan Atlantique. Donc c'était une très belle découverte et ça a bien confirmé mon envie de repartir. Et est-ce que quand on voyage comme ça, de cette manière-là, on se découvre autrement soi-même et est-ce que je sais pas, t'as une autre vision de ton père? Une autre vision de mon père, je suis pas sûr. Un autre lien avec lui, je pense, puisqu'on est tout le temps ensemble dans un environnement qui est quand même assez restreint. Ça reste un gros bateau de course, mais à l'intérieur, c'est l'espace de vie, il est tout petit. Donc forcément, ça a créé un lien assez différent quand même avec mon père. On a eu des hauts et des bas. On a eu un peu de casse où il fallait se débrouiller que tous les deux. Ce genre de moments qui sont assez forts et que j'ai adoré. Puis on s'est tapé aussi des énormes de fou rire avec mon père Mhm. et c'était génial. Mais je suis pas sûr que j'ai vraiment une autre vision de lui. Je pense pas. Ok. Il y a une autre chose qui m'a marquée la dernière fois qu'on avait échangé. Je te disais que j'avais l'impression qu'avec le genre d'enfance que tu as eu et le fait d'être beaucoup en mer sur un voilier, c'est presque normal de vouloir défendre la cause de l'océan ou l'océan. Et c'est là que tu m'as dit qu'au contraire, il y a énormément de navigateurs dans le temps qui, pendant leur course ou durant des traversées, ils n'hésitaient pas à jeter leurs poubelles par-dessus bord ou ce genre de choses, alors qu'aujourd'hui, c'est beaucoup moins répandu. Est-ce qu'au-delà de ça, toi qui es beaucoup entouré de skippers, de gens de la mer, tu remarques que ce sont aussi des gens qui ont dans la grande majorité envie de protéger l'océan? Est-ce que c'est quelque chose qui va ensemble? Euh, Bah déjà, il faut savoir que la course au large, ça reste un tout petit milieu. Globalement, tout le monde se connaît. Et donc, on voit assez rapidement un peu l'engouement qu'ont les skippers ou non, pour la protection de l'océan. À l'époque, ça se faisait très facilement de jeter tous les déchets par-dessus bord. Aujourd'hui, beaucoup moins. Puis évidemment qu'il y a eu des avancées, que maintenant notre société est plus sensible aux sujets environnementaux. Ça, c'est certain. Après, des skippers qui ont envie de s'engager pour l'océan, qui essayent de faire changer les choses, des jeunes skippers aussi sur des plus petits bateaux. Il y en a, pas beaucoup, mais il y en a. Mais globalement, la plupart des skippers, au large en tout cas, sont vraiment focus sur la performance pure, sur l'envie d'aller toujours plus vite, de faire toujours avancer le bateau plus vite. Et en fait, ils sont entraînés dans cette espèce de bulle de performance. Enfin, la plupart, ils ne voient pas ce qu'il y a autour. Ils ne se demandent pas quel impact ils ont quand ils sont en train de construire un bateau, alors que c'est plusieurs centaines de tonnes de CO2 pour la construction d'un bateau, et aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Et je pense que l'environnement n'est pas assez pris en compte dans la course au large aujourd'hui. Tu prépares la route du Rhum de 2026. Qu'est-ce que cette course, elle représente pour toi et comment tu te sens à presque un an et demi du départ? J'ai envie de rappeler que tu es aussi étudiant, comme tu l'as dit, donc la grande majorité du temps, tu le consacres, enfin je sais pas si c'est la grande majorité du temps, mais en tout cas, tu consacres beaucoup de temps à tes études. Comment on se prépare face à un tel événement qui va arriver bien vite? Alors la route du Rhum, c'est effectivement assez important pour moi, puisque c'est la course qui m'a donné envie de prendre le large. Donc ça fait depuis novembre 2018 que j'en rêve de cette route du Rhum. Et là, il commence à arriver à grands pas. À la dernière édition, donc mon père, il avait fait les deux dernières éditions, une il y a 2 ans et une il y a 6 ans. Et à la dernière édition, on s'est dit avec mon père, on avait émis un peu cette idée de qu'on fasse la prochaine route du Rhum, du coup en 2026, tous les deux, chacun à bord de son bateau. Et c'est comme ça qu'on a monté le projet Use Italian for Youth. Et donc là, on vient tout juste de signer un partenariat pour racheter le bateau avec lequel je courrai sur la prochaine route du Rhum. Donc ça va arriver très très vite. À moins de 2 ans du départ, ça va bien s'enchaîner. Il va y avoir pas mal de courses qualificatives pour la route du Rhum. Donc il faudra que je m'entraîne d'abord en double, puis en ce qu'on appelle du faux solo. Donc mon père, je pense, ce sera le principal coach. Et donc on va commencer à naviguer ensemble et ensuite essayer de me laisser la barre du bateau en solitaire, puisque la route du Rhum,
entre Saint-Malo et la Guadeloupe, une course en solitaire, près d'une vingtaine de jours. Donc, faudra s'y préparer aussi bien physiquement que techniquement ou mentalement. Ça va être assez dur dans le mental, ça c'est certain. Mais on va bien s'y préparer. Et puis dans mes études, j'arrive quand même à avoir un bon équilibre entre les deux. C'est vrai que j'ai loupé aussi pas mal de cours là, depuis le début de l'année pour essayer de monter un peu ce projet. Donc j'arrive assez bien à varier les deux. Et puis je vais avoir pas mal de temps du coup cet été pour enchaîner les courses et essayer de naviguer au maximum sur le bateau, avec lequel normalement on sera à Change Now, du coup le plus gros sommet international sur les solutions pour la planète. On y est invité avec le bateau sur la Seine. Donc Génial. on va ramener ce bateau d'Espagne, on va le préparer et remonter toute la Seine du coup avec le bateau. On va devoir enlever le mât, la quille, et puis ça va être une grosse partie logistique pour aller jusqu'à Paris pour cet événement. Voilà, donc on va avoir tous les ambassadeurs Use Italian for Youth, toute une communauté de jeunes qui vont m'aider dans ce projet-là. Et donc ensuite, essayer de naviguer un maximum, ça va être l'objectif jusqu'à la route du Rhum, dans une catégorie Rhum Mono, donc une catégorie à part avec des anciens bateaux, mais je serai quand même assez performant. Du moins, j'ai un bateau qui devrait être assez performant dans cette catégorie-là. Donc, j'espère pouvoir jouer devant sur la prochaine route du Rhum. Bah, bravo déjà pour toutes ces avancées et on va bientôt parler de ce projet Use It Again qui te tient particulièrement à cœur. Mais avant ça, moi j'aimerais te poser la question de est-ce que pour l'instant tu es un peu anxieux ou est-ce que t'as un peu peur à l'idée de cette route du Rhum parce que c'est quand même pas rien quoi. Bah, je pense que c'est sûr que c'est un gros vertige, puisque j'ai encore jamais navigué en solitaire au large. Donc, le gap, il va être énorme. Après, je sais à peu près à quoi m'attendre, vu que mon père, il part quand même régulièrement en mer, il a fait pas mal de grandes courses. Mais c'est clair que partir en solitaire sur un bateau de 16 mètres de long, ça va être un très très gros défi. Et pour l'instant, je suis pas sûr que je mesure un peu l'enjeu du challenge. Mais je sais que je vais être bien entouré, que mon père, il connaît parfaitement le sujet. Enfin, je me serais pas aventuré si mon père était pas là et qu'il n'avait pas cette expérience-là. Parce que là, du coup, j'ai la chance de lui faire entièrement confiance et que c'est pas anodin de partir sur cette route du Rhum-là pour 2026. Mais c'est vrai qu'il faut avoir quand même une certaine confiance en soi et puis pouvoir bien s'entourer. Je pense que c'est hyper important. Et ensuite, ça va se faire au fur et à mesure. Mais c'est sûr qu'au début, j'ai quand même beaucoup d'appréhension. Je sais pas trop comment ça va se passer au début, les premières navigations. Mais j'ai envie de prouver que je peux aussi naviguer en solitaire au large. Parce que j'en ai très envie depuis mes 12 ans. Donc, euh, donc voilà, donc je pense que ça va se faire naturellement, mais au début, il y aura forcément de l'appréhension. Et comme tu le disais, de toute façon, tu es bien entouré et tu seras paré pour la cour, j'en suis sûre, au moment voulu. En tout cas, je suis assez admirative de ça. Tu en as déjà parlé plusieurs fois, ou en tout cas, tu l'as mentionné, ce fameux projet Use It Again. Alors, au-delà du temps que tu passes à la navigation, tu as aussi décidé de t'engager pour la protection de ton terrain de jeu, qui est l'océan. Ton père, c'est le fondateur du projet Use It Again, dont tu essayes de développer la branche jeune. Comment est né ce projet et en quoi il consiste? Alors, ouais, c'est vrai que j'ai commencé à m'engager pour l'océan assez tôt, dès mes 14 ans, dans une association qui s'appelle Children for the Ocean, où j'ai commencé à sensibiliser les plus jeunes dans les classes de primaire à la protection de l'océan. Et en fait, ça s'est fait au fur et à mesure. Et j'avais envie de lier cet aspect navigation avec la sensibilisation à la protection de l'océan. Et c'est comme ça qu'est né Use It Again for Youth. Donc là, on est une communauté de plus de 20 ambassadeurs qui vont sensibiliser dans les écoles les jeunes étudiants à partir du lycée. Et on est 20 un peu partout en France, un petit peu à l'étranger aussi. Il y en a certains qui sont en Belgique, en Norvège et à Tahiti. Et on essaye de se développer au maximum, d'avoir la plus grande communauté possible pour essayer de mobiliser justement notre génération à la protection de l'océan, pour montrer que ces sujets-là sont parfois un peu en retrait des sujets environnementaux
mais qu'ils sont hyper importants. Et donc pour ça, on va essayer de sensibiliser un maximum notre génération, puisque la génération future, ça va être celle qui va subir le plus de conséquences au réchauffement climatique. Il faut savoir que l'océan absorbe 90% de la chaleur terrestre, donc c'est évidemment notre meilleur allié contre le réchauffement climatique aujourd'hui. Donc c'est cette importance-là de l'océan qu'on va essayer de mettre en avant au maximum et essayer de créer le plus gros engouement possible autour de ce projet-là, avec une communauté la plus large possible, avec un maximum d'étudiants et qui vont aussi pouvoir participer au projet de voile, à aider sur les différentes navigations qu'on va faire avec le bateau, être présent sur les villages de course, les événements comme Change Now. Donc c'est comme ça aussi qu'on va pouvoir porter la voix d'un maximum de jeunes aussi qui, comme moi, sont sensibles à la protection de l'océan et ont vraiment envie d'agir. Donc c'est aussi une solution qu'on voulait avoir pour tous les jeunes qui ont envie de s'engager mais qui ne savent pas forcément comment. Bah là, on a cette solution-là de Use It Again for Youth. Vous pouvez vous engager, faire des conférences dans les écoles, ou pas d'ailleurs, ou aider autrement dans le projet. Donc, que ce soit par du contenu média, participer aux différents événements, faire des visites de bateau pour les clients, pour le public, essayer de faire participer au maximum ces jeunes qui ont envie d'agir. Et justement, comment vous agrandissez cette communauté si on est un jeune et qu'on a envie de rejoindre le projet You See Taken for Years? Comment on fait très concrètement? Vous les trouvez où ces jeunes pour faire de la sensibilisation? Bah, pour l'instant, c'est surtout notre réseau personnel, avec, avec quelques amis qui naviguent aussi. On s'est dit il y avait quelque chose à faire. Et donc, c'est au début, la plupart sont des marins, des, des jeunes comme moi qui naviguent et qui ont envie de protéger l'océan. Et ensuite, ça se fait par notre réseau personnel et les réseaux sociaux. On invite tous les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent à rejoindre s'ils sont étudiants, donc à partir du lycée. Et puis ensuite, on essaye de les former sur les différents enjeux, les sujets qu'on essaye d'expliquer au maximum du coup dans les écoles. Là, on a pu faire des conférences. Il n'y a pas longtemps, on a fait Sciences Po à Nancy. On avait fait l'université Bretagne Sud aussi, du côté de la Bretagne. Après, on va en avoir aussi à HEC, à la Sorbonne. Donc, on a aussi pas mal de grandes écoles et certains lycées. Donc, voilà, c'est aussi par ces conférences-là qu'on arrive à toucher du monde et à recruter des jeunes aussi qu'on rencontre au fur et à mesure et qui ont envie de s'engager et de nous rejoindre. Et si par exemple certains auditeurs ou auditrices nous écoutent aujourd'hui et qu'ils auraient envie de rejoindre le projet, est-ce qu'ils peuvent vous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram par exemple? Ouais, absolument. On a un compte Instagram, Use It Again for Youth. Et donc évidemment, ils peuvent nous envoyer un message sur le compte Insta. Et donc soit sur celui-là, soit sur le mien, Titan Piliard underscore sailing. Mais ouais, du coup, c'est principalement par les réseaux que globalement, ils peuvent nous contacter. Et ensuite, on verra toutes les informations sur le projet, les différents événements qui seront à venir et ce qu'ils peuvent faire. Ok. Et est-ce que dans vos sensibilisations, vous axez sur certains sujets très précis liés à la protection de l'océan? Ou est-ce que c'est assez général? Est-ce qu'il y a un enjeu particulier? Je ne sais pas, par exemple la surpêche, l'acidification des océans, la montée des eaux, ou quelque chose dont vous parlez principalement, ou c'est assez général? Ça dépend. Globalement, en fait, on essaie d'avoir une présentation assez générale qui touche pas mal de sujets pour montrer qu'il y a plein de sujets variés autour de la protection de l'océan. Et ensuite, évidemment, on l'actualise en fonction de l'actualité du moment. Donc, par exemple, quand il y a eu l'arrestation de Paul Watson, on parlait évidemment de ce sujet-là. On leur faisait signer les pétitions pour sa libération. Donc, ça se fait beaucoup aussi en fonction de l'actualité. Là, ça va être pas mal, je pense, axé sur la surpêche avec ces bateaux de pêche industriels
qui viennent pêcher en toute légalité et vider nos océans dans les soi-disant aires marines protégées, qui ne sont en fait pas du tout protégées contre ces navires de pêche industrielle. Mais ensuite, on essaie d'avoir quand même un aspect assez général pour justement faire découvrir un peu tous ces différents sujets autour de la protection de l'océan. Tu es aussi depuis 2024 ce qu'on appelle Hub Leader de Sustainable Ocean Alliance. Qu'est-ce que c'est et quel est votre chantier principal pour l'année à venir? Alors, SOA, du coup, Sustainable Ocean Alliance, je les ai rejoints en avril 2024, où j'ai été sélectionné parmi beaucoup de jeunes à travers le monde pour participer à l'événement Our Ocean Conference, du coup une conférence internationale sur l'océan qui a eu lieu à Athènes, en Grèce. Et donc à ce moment-là, l'expérience que j'avais était quand même assez courte. J'avais uniquement fait des séances de sensibilisation dans les écoles primaires. Et là, je me suis retrouvé sur un des événements les plus grands sur l'océan. Et avec mes convictions de ne pas prendre l'avion, j'ai dû aller à Athènes, du coup sans avion, mais c'était absolument génial. J'ai passé 4 jours de voyage entre les trains, le bateau et le bus pour essayer de réduire un maximum mon bilan carbone. Et c'était absolument génial. C'était une super expérience. Et en arrivant là-bas, donc il y avait des membres de gouvernement, des ministres, des fondations, des ONG. C'était très enrichissant. Il y avait beaucoup de jeunes qui s'engagent aussi par différents sujets. Bon, parmi ces jeunes-là, je pense que j'ai été le plus jeune, à 18 ans, sur cet événement-là. Mais c'était une super expérience. Et c'était surtout très motivant de voir l'engouement qu'il y avait autour de la protection de l'océan et de rencontrer d'autres personnes qui s'engagent. Ça a fait un bien fou. Et, euh, et donc ensuite, ils m'ont proposé de continuer avec eux. Sustainable Ocean Alliance, c'est une ONG internationale fondée par des Américains qui sont présents un peu partout dans le monde. Et c'est des jeunes entre 18 et 35 ans qui ont différents projets autour de la protection de l'océan. Donc ça peut être différents sujets et par différentes manières. En continuant donc avec cette ONG, on était deux hub leaders avec Jamila. Et donc on a monté toute une petite équipe d'activistes. On est maintenant 5. Et donc l'année dernière, on avait fait toute une expertise sur le sujet des aires marines protégées, puisqu'en France, elles ne sont pas protégées du tout. Et, euh, et donc, on a pu monter ce projet-là ensemble et faire toute une vidéo aussi en collaboration avec l'artiste internationale Björk, une artiste islandaise qui nous avait donné une très belle opportunité à l'occasion de son exposition au Centre Pompidou. Elle voulait donner de la visibilité à des jeunes activistes, de parler d'un sujet environnemental en France. Et donc, c'est comme ça qu'elle nous a contactés via SOA Islande. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à faire une collaboration sur Insta avec une des plus grandes artistes internationales. Donc, c'était assez génial. À ce moment-là, donc, on s'est dit que on avait quand même une très belle opportunité de parler de ce sujet des aires marines protégées. Donc, j'ai contacté Claire Nouvian de l'ONG Bloom et Camille Etienne, donc, je pense deux des plus grandes activistes en France. Et c'est comme ça qu'on a fait une vidéo avec elle pour parler de ce sujet des aires marines protégées en interpellant le président de la République. Et en fait, finalement, c'est par des actions comme ça qu'on arrive à montrer qu'il y a toute une mobilisation autour de ce sujet et qu'on arrive à obtenir des victoires. Donc, évidemment, elles sont toutes les deux acceptées et on a pu faire cette vidéo-là ensemble, donc avec Camille et Claire. Ouais, d'autant plus que les aires marines protégées, c'est effectivement un sujet qui a besoin d'être étalé sur la place publique, je pense, parce que officiellement, les chiffres du gouvernement nous disent, je crois, que 33% des eaux maritimes françaises sont protégées. Et dans les faits, c'est ce que révèle Bloom dans plusieurs rapports. Je crois que ça monte en vérité à 0,01%, donc Ouais, c'est rien. On peut observer c'est bien. grâce à un travail de cartographie de l'association Bloom aussi que dans nos aires maritimes, dans nos aires marines protégées,
en France métropolitaine, on peut observer du chalutage, qui est une pratique Ouais, de pêche chalutage de absolument fond. destructrice. Donc c'est très important. Donc cette vidéo, d'ailleurs, je trouve elle est super en termes de sensibilisation, quoi. Bah ouais, c'était important de parler de ce sujet et parce qu'on peut vraiment avoir un levier d'action, puisque derrière ça, il y a aussi pas mal d'enjeux socio-économiques, euh, notamment pour la pêche artisanale, où quand même ça réduit en grande quantité la quantité de poissons que pêchent ces pêcheurs tout le long des côtes françaises, et notamment en Bretagne. Donc c'est aussi pour eux qu'on fait ça, pour la biodiversité marine, et ça peut vraiment avoir un impact assez fort. D'autant plus il va y avoir l'UNOC, donc la conférence des Nations Unies sur l'océan, qui aura lieu à Nice en juin 2025. Donc ça va arriver à grands pas. Et en parlant de ce sujet, c'est comme ça aussi qu'on va réussir à mettre une certaine pression citoyenne, à montrer que bah voilà, en France, ok, on fait des choses bien, mais on peut aller encore plus loin. Et notamment sur ce sujet-là, on n'est quand même pas les champions. Et même globalement en Europe, c'est un sujet qui a été assez tabou, parce que donc, à l'événement Our Ocean Conference, qui a eu lieu à Athènes, il y avait une conférence justement sur ce sujet-là de la pêche durable. Et en fait, quand j'ai assisté à cette conférence-là, c'était que des membres de gouvernement de plusieurs pays et de l'Union européenne. Et, euh, et en fait, tous les discours étaient quand même assez superficiels sur ce sujet. Et à la fin, je voulais essayer de poser une question pour essayer de mettre un minimum de pression pour demander si la France allait être pénalisée ou non sur s'il continue le chalutage de fond dans les aires marines protégées. Et en fait, on voit qu'à ce moment-là que c'est un sujet qui est complètement tabou et, euh, et personne ne voulait répondre à aucune des questions. Donc, euh, donc voilà, donc c'est un sujet qui doit être mis sur la table et auquel on peut vraiment avoir un impact. Donc, sujet très important que celui du chalutage, de la protection des aires marines protégées. Euh, Est-ce que toi, on a parlé de la sensibilisation que tu fais via Use It Again. Est-ce que toi, tu as un sujet particulier qui te tient à cœur? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie particulièrement de défendre quand on parle d'océan? Ben, je pense ce sujet-là d'air marine protégée, à mon avis, il est extrêmement important. Et je pense que c'est celui qui me tient le plus à cœur, puisqu'on avait quand même bossé pas mal dessus avec Sustainable Ocean Alliance. Donc je pense que ce serait ce sujet-là, parce que quand on voit la force des lobbies de la pêche industrielle sur tous les politiques, c'est assez révoltant. Et qu'on voit aussi que sur le long des côtes en France, bah derrière, il y a les pêcheurs artisans qui galèrent plus que jamais, alors que il y a des bateaux de plus de 100 mètres de long qui viennent vider nos océans. C'est assez révoltant. Donc je pense que ce serait ce sujet-là qui me tient le plus à cœur et qui en plus est bien d'actualité. Ouais, et d'autant plus que là, tu mets le doigt sur quelque chose d'important qui est le fait que c'est encore un sujet tabou. On n'a pas envie d'en parler, on n'a pas envie que les citoyens sachent ce qui se trame véritablement derrière la pêche. Donc j'ai l'impression que c'est un combat d'abord politique avant de pouvoir mettre sur la table de vraies mesures. Il faut réussir à montrer aux gens, à sensibiliser et à montrer la véritable face de ce qu'est la pêche industrielle aujourd'hui. Donc ouais, c'est un double combat, j'ai l'impression. Ouais, exactement. Globalement, c'est très politique comme sujet. Et c'est évidemment par une pression citoyenne qu'on va réussir à obtenir des victoires. Donc c'est aussi pour ça qu'on fait de la sensibilisation avec Use It Again for Youth. C'est que finalement, en fait, si on arrive à tous se mobiliser, c'est comme ça qu'on va réussir à avoir assez de pression euh, sur les gouvernements pour obtenir des victoires, et notamment celle des aires marines protégées pour qu'elles soient enfin réellement protégées. J'ai l'impression que
ce que tu fais, même si des fois c'est pas toujours glorieux. Quand on s'engage comme ça, on est forcément confronté à des faits qui nous dépassent, à des faits qui sont loin d'être réjouissants. Mais j'imagine quand même, et j'ai l'impression quand je t'entends parler, que cet engagement, c'est quand même quelque chose qui te plaît, c'est quand même quelque chose qui t'anime. Et j'ai l'impression que du haut de tes 19 ans, tu prends quand même tes volontés en main, t'en fais quelque chose, t'es quelqu'un d'extrêmement actif. Par exemple, le fait que tu aies déjà cette volonté d'effectuer la route des Roms, du Rhum l'année prochaine, est-ce que toi, tu as un rêve? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie que tu as envie particulièrement d'accomplir? Oui, la route du Rhum. Mais ouais, ça me fait très peur quand tu me dis que c'est l'année prochaine. J'ai du mal à réaliser. Mais c'est pourtant vrai. Ce sera fin 2026. Et si j'ai un rêve à réaliser, oui, ce serait celui de faire cette route du Rhum-là, d'être compétitif sur cette route du Rhum tout en portant ses valeurs de protection de l'océan. Et avec Use It Again for Youth, essayer de monter la plus grande communauté de jeunes qui s'engagent, la plus grande communauté possible. Donc, essayer de faire porter aussi tous ces jeunes qui ont envie de s'engager comme moi, tout simplement, qui espèrent d'avoir un avenir plus durable en protégeant nos océans. Donc, mon rêve, ce serait évidemment d'allier cette passion de course au large et mes convictions pour la protection de l'océan. Bah, en tout cas, c'est incroyable parce que tu touches du doigt. Si tu n'es pas déjà dans ton rêve, alors donc c'est assez incroyable, je trouve, et assez beau d'entendre que les rêves, c'est aussi des choses qu'on réalise effectivement. Donc c'est assez fou. Et je t'avoue que je connais pas trop l'histoire de la route du Rhum et j'imagine que l'année prochaine, bon, tu auras 20 ans ou 21 ans, mais en tout cas, j'imagine que tu feras partie des navigateurs les plus jeunes de cette course. C'est très probable que je sois le plus jeune de l'édition. Pas de toute l'histoire de la Route du Rhum à seulement 19 ans. Là, j'en aurai 20 sur la prochaine édition. Mais pas avec un des plus petits bateaux, donc ça joue aussi pas mal. Mais vous avez sûrement entendu parler de Violette d'Orange sur le Vendée Globe. Donc, Qui a qu'on 23 ans, soit oui. jeune, c'est ça, la plus jeune navigatrice du Vendée Globe. Donc c'est sûr que ça fait rêver. Et ça apporte aussi toute une attention par les médias. Et par cette route du Rhum-là, ça va être aussi un très bon moyen de communiquer sur le sujet de protection de l'océan. Ça peut vraiment avoir de l'ampleur, et je l'espère. Et puis après la route du Rhum, peut-être pourquoi pas un Vendée Globe, on ne sait jamais. Donc, Incroyable. T'as de l'ambition rendez-vous dans et 4 ans. Rendez-vous dans ouais. 4 ans pour le Vendée Globe. Ah, ce serait Non, incroyable. ah ouais, J'aimerais, j'aimerais te voir au départ. voilà, pour le coup, je battrai le record de Violette. Mais Ah, bon, pour l'instant, on ouais. n'y est pas et on se focus vraiment en route du Rhum à fond. Bah, on croise les doigts en tout cas pour tout ça, c'est clair. Euh, Merci Titouan. Est-ce que pour terminer, tu aurais un message à délivrer à celles et ceux qui nous écoutent pour résumer ou au-delà de tout ce qu'on vient de dire ici? Ben ouais, tout d'abord, je pense que s'il y a un message à faire passer aujourd'hui, c'est engagez-vous. Essayez de trouver une cause qui vous plaît. Renseignez-vous sur les sujets environnementaux parce que là, il y a urgence. Et, euh, et aujourd'hui, si on veut faire face à ces enjeux environnementaux, il faut agir et rapidement. Et soyez ambitieux sur l'impact que vous aurez. Euh, Essayez d'avoir le plus gros impact possible. Il y a évidemment un impact positif. Et surtout, se renseigner, c'est hyper important. C'est comme ça que j'ai commencé à être sensible. Et finalement, c'est par la sensibilisation qu'ensuite, on passe à l'action. Et on offre cette possibilité-là avec Use It Again for Youth, que les jeunes puissent s'engager et avoir un impact positif sur la protection de l'océan. Voilà. Merci beaucoup, Léa. Super. Bah, merci Titouan, merci à toi de nous avoir partagé une petite partie de ce qui t'anime, de ton récit, de ton histoire et je suis sûre que ça inspirera encore une fois plein de personnes qui nous écoutent. Donc merci pour ça. Je suis sûre qu'on restera en contact. En tout cas, moi j'ai très envie de suivre ce que tu vas faire, ce que tu vas devenir et ton projet Use It Again. Donc merci pour ça et je te dis à très bientôt.
Merci à toi, Léa. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'aura parlé d'une manière ou d'une autre. Et merci à Elodie Delcé pour le montage. Si tu as aimé et que tu veux suivre les aventures du podcast, je t'invite à t'abonner pour rester informé dès qu'un nouvel épisode sort. N'hésitez pas à m'écrire sur mon compte Instagram, Léa-RTHG, pour me faire des retours sur ce que vous en avez pensé. À très vite!